suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à cœur ouvert. C'est vraiment une série de vidéos que j'aime beaucoup faire ici parce que je peux vous parler tranquillement, sans filtre, de mon quotidien, de mes ressentis. Et aujourd'hui, on va parler à la Mathilde du passé, à la Mathilde de l'été dernier qui était en train d'organiser son premier long voyage qui devait être un tour du monde à la base et qui a finalement été un voyage de 8 mois en Asie. Mais bref, peu importe, long voyage, tour du monde, j'aimerais aller voir la Mathilde du passé et lui dire « Ne fais pas ces erreurs-là ». Donc aujourd'hui, je vais en parler avec vous parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais ne pas reproduire et je pense que ça peut vous être utile si vous avez prévu de partir. Ou pas d'ailleurs, je pense que ça peut être assez intéressant. Voilà. Bon, l'intro était trop longue. Intro. Pour remettre un peu de contexte, moi c'est Mathilde et je suis partie maintenant il y a plus d'un an, le 5 septembre 2023, pour faire un tour du monde avec mon copain. Un tour du monde qui devait durer à peu près un an et demi. On partait quand même dans l'optique de développer des projets pro à côté, de développer moi mes réseaux sociaux, de faire plein de vidéos cool sur YouTube et tout parce que c'est ma passion. Mais bref, donc l'été dernier, j'étais en train de préparer mon premier long voyage qui devait être un tour du monde. Et finalement, ce tour du monde s'est transformé en voyage de 10 mois en Asie. Puis nous sommes rentrés en France parce qu'on s'était beaucoup trop perdus dans ce premier long voyage. J'en parle beaucoup dans les précédents épisodes que je t'invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le mode de voyage tour du monde qu'on avait prévu initialement ne nous plaisait pas tant que ça. Qu'on avait vraiment prévu trop de choses mais tout ça on va en parler dans la vidéo, mais voilà, on a préféré rentrer pour se ressourcer, pour se recentrer sur nous, sur nos envies, sur nos valeurs et pour repartir pour un prochain long voyage dans les prochains mois pour une plus longue durée cette fois-ci, mais un voyage qui nous correspondra beaucoup plus. Bref, tout ça pour dire que pour ce premier long voyage, de base, on partait pour un tour du monde et c'est quelque chose qui fait peur. Dans tous les cas, je pense qu'un long voyage, ça fait peur, peu importe la nature du projet. En gros, le truc, c'est qu'on avait un billet aller et voilà. La suite, on savait pas. Et en fait, c'était ça le plan. Parce que même si on avait fait des plans, on n'était pas sûr qu'on allait les respecter. Donc voilà, partir avec un billet sans retour, ça peut faire peur. Si c'est la première fois, c'est l'inconnu. Et donc on peut être amené à faire beaucoup d'erreurs, que ce soit dans l'organisation du voyage ou pendant le voyage. Et tout ça, j'ai bien pu m'en rendre compte cette année. Il y a pas mal de petites choses que je me suis notées, que je ne reproduirai pas pour l'organisation de mon prochain voyage et que je ne reproduirai pas non plus pendant mon prochain long voyage. Donc je vais séparer la vidéo en deux parties, les erreurs que j'ai fait avant de partir et les erreurs que j'ai fait pendant le voyage. J'espère que ça pourra vous aider si vous avez prévu de partir. Et voilà, la vidéo peut commencer. D'abord, on va parler des erreurs que j'ai fait avant de partir et honnêtement, il y en a pas mal. En fait, la décision de partir, je l'ai pris un an avant mon départ parce que je me suis arrangée avec mon entreprise, etc. Et je savais que je quittais l'entreprise un an avant de la quitter et je savais donc que je partais en voyage plus d'un an avant de partir. Donc en gros, j'ai eu un an vraiment où je savais que j'allais partir faire le tour du monde. Je pouvais plus vraiment faire machine en arrière parce que de toute façon, j'avais entamé toutes les démarches de quitter mon boulot, de quitter mon appartement, etc. Donc je savais que je partais. Et donc j'y pensais tout le temps. Et vu que j'y pensais tout le temps, j'avais envie de faire plein de choses pour être dans le voyage, dont la première erreur que j'ai fait du coup, qui est d'organiser tout mon voyage. En fait, j'avais tellement hâte et je pense aussi tellement peur que ça me rassurait en fait d'avoir tout organisé. Et bon, quand je dis tout organisé, c'est pas réserver mes hôtels, etc. Parce que ça, pour le coup, je suis partie sans rien réserver. Quand je suis partie en tour du monde, j'avais même pas réservé mon premier hôtel, j'avais même pas réservé mon billet d'avion pour arriver jusqu'à ma destination. Je savais que je voulais aller au Vietnam, mais j'avais juste réservé un vol pour aller en Thaïlande et je m'étais dit, pour aller de la Thaïlande au Vietnam, je vais sur place, ce sera moins cher, ce sera plus simple. Donc pour ça, j'ai rien réservé à l'avance, j'étais pas très inquiète, mais par contre, j'avais fait un PowerPoint par pays qu'on allait visiter. Alors, je dis pas que c'est une erreur en soi, juste ça sert à rien quoi. Enfin moi je m'en suis pas énormément servie parce que une fois que je suis arrivée sur le tas, je me suis rendu compte que la beauté du voyage c'était l'imprévu. Après ça dépend évidemment de chaque personne, du mode de voyage, mais c'est vrai que ça peut rassurer de tout organiser, de tout prévoir, de savoir tout ce qu'on va faire à l'avance. Mais maintenant, ça fait du coup un an que, enfin j'ai voyagé pendant un an et en fait. Par exemple, on était parti en Asie du Sud-Est et j'avais
je m'étais renseignée sur tout ce qu'on allait faire, sur sur les bons hôtels, les bonnes adresses et tout. J'avais regardé sur plein de blogs, j'avais organisé plein de choses. Et en Inde, j'avais rien organisé parce que c'était pas du tout prévu. Et du coup, je suis arrivée en Inde, je m'attendais à rien du tout, je connaissais rien. Et en fait, j'ai plus apprécié l'Inde parce que je m'attendais à rien, j'avais pas d'attente, j'avais rien regardé, j'avais rien vu. Du coup, c'était trop cool parce que j'ai vraiment eu la surprise de découvrir ce que j'allais découvrir. Et le problème, en fait, du fait d'avoir prévu tout ce que je voulais voir en Asie du Sud-Est, c'est qu'en soi, c'était évitable. J'aurais pu ne pas me tenir à mes plans. En fait, j'avais plus ou moins fait mon itinéraire à l'avance et en me renseignant, ça m'avait créé vraiment l'envie vraiment forte de faire tout ce que j'allais faire parce que ça me donnait trop envie. Et du coup, sur place, ça m'a mis une certaine pression de devoir faire tout ce que j'avais prévu de faire. La troisième chose que je trouve hyper importante, qui va encore dans la case organisation, prévision du voyage, c'est le fait de prévoir trop de pays. Et ça, on le voit tout le temps chez tout le monde. Et globalement, j'ai parlé avec beaucoup de voyageurs, on en arrive tout le temps au même point. C'est qu'à la fin, moi j'ai la chance de partir sans date de retour. Enfin voilà, moi je sais que je vais voyager les prochaines années, peut-être les 3 prochaines années, 5 prochaines années, je sais pas, mais je sais que je pars pour de longues années de voyage. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Et généralement, les gens qui partent en long voyage partent entre 6 mois et 1 an. Et c'est vrai que c'est une période qui peut paraître très longue, mais en fait qui ne l'est pas. Et souvent, on rencontre des voyageurs qui regrettent un petit peu leur itinéraire prévu parce que ils ont prévu trop de pays. Et moi, c'est ce que j'avais fait à la base, en fait. Je m'étais dit, vas-y, en 1 an, je vais faire 17 pays. Bon, 17 pays en 1 an, ça fait entre 2 et 3 semaines par pays, c'est très court. Déjà, si on le fait à l'échelle de la France, on ne découvre pas la France en 2-3 semaines. C'est hyper riche. Et la France, c'est petit. Donc imaginez des pays immenses. C'est impossible de vraiment s'imprégner de la culture en allant vite. Et voilà, moi, je pense que vraiment, la plus grosse erreur que j'ai faite avant de partir, c'est de me dire que j'allais faire autant de pays en 1 an. Alors pour le coup, j'ai pas eu de problème à lâcher prise là-dessus, à me dire que c'était pas grave si je voyais pas autant de pays que prévu. Mais ça peut être difficile mentalement. Moi, c'était pas si dur parce que je savais, comme je vous disais, que j'allais voyager pendant longtemps. Mais c'est vrai que si t'as prévu 1 an de voyage ou quoi, ça peut être très compliqué d'abandonner son plan et de se dire bon, j'avais prévu 17 pays, finalement je vais en faire 5, ça peut être dur. Du coup, je pense que c'est bien de partir en se disant qu'on va pas trop en faire. On est tous différents, on a tous des manières différentes de voyager, de voir les choses, etc. Mais il y a une chose qu'il faut garder en tête quand on part en long voyage, c'est que on ne peut pas le comparer à des vacances d'une période de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Voilà. Quand on part sur une courte période d'1 mois ou moins, on est à fond. On est à fond parce qu'on a envie de découvrir plein de choses, on sait que c'est court, on sait que ça va pas durer longtemps, donc on veut profiter à fond. C'est pas du tout la même mentalité. Quand on part pour une longue période, d'environ 1 an ou même 6 mois, etc., la fatigue, c'est pas la même. Et vraiment, la fatigue, elle s'accumule. Et en fait, au bout d'un moment, encore une fois, ça dépend de chacun, mais généralement, en tout cas, c'était le cas pour moi, et c'était aussi le cas pour beaucoup de gens que je rencontrais, la fatigue s'accumule beaucoup au bout d'un certain temps de voyage, et aussi, on n'a plus la même excitation. On n'a plus la même excitation à faire les choses parce que ça devient notre quotidien en fait. Et moi j'avoue que j'en étais arrivée au point, et franchement j'ai honte de le dire, j'ai super honte de le dire parce que je sais que j'ai une chance de ouf de voyager comme ça et tout, mais n'empêche que la réalité c'est celle-là en fait, c'est qu'au bout de 5 mois de voyage, j'en pouvais plus d'aller visiter des temples, j'en pouvais plus d'aller faire des points de vue et tout, j'en pouvais plus, et peut-être que je vais passer pour une grosse capricieuse et tout. Moi je ne pense pas que ce soit ça, je pense juste que en fait c'est normal au bout d'un moment d'en avoir marre de faire ce genre de choses-là, parce qu'on est fatigué et que, en fait, quand on prévoit de faire trop de choses, au bout d'un moment, les choses, elles ont plus la même saveur. Et donc, moi, je dirais que prévoir trop de pays, c'est passer à côté de la majorité des pays qu'on va visiter parce qu'on n'aura plus la même énergie, plus la même envie de les découvrir. Je me suis rendu compte que je préférais rester longtemps dans un pays et pas forcément courir pour en voir un maximum possible, pour vraiment pouvoir m'imprégner du pays et pouvoir découvrir le pays sans être lassée et trop fatiguée. Donc voilà, si je pourrais donner vraiment, pour moi, mon conseil le plus précieux, c'est de pas trop prévoir de pays. Et puis de toute façon, il y a toujours des pays qui pourront se rajouter, mais au moins, il n'y aura pas la déception d'en avoir prévu trop et de pas pouvoir en faire qui était prévu. Parce que je parlais avec plein de gens en message et tout sur Insta qui me disaient que ils étaient épuisés, mais qu'ils osaient pas supprimer des pays de leur itinéraire parce qu'ils avaient trop prévu de les faire et que voilà, enfin, ça leur faisait mal au cœur de ne pas les faire. Donc moi, je conseillerais quand même de pas prévoir trop de pays. Parce que c'est vrai, quand je me dis qu'à la base j'avais prévu 17 pays en 1 an, je sais pas comment j'aurais fait. Au final, j'ai fait combien de pays en 1 an? J'en ai fait 8, je crois. Et sachant que dans les 8, il y a Singapour, je suis restée 3 jours, qui est un minuscule pays. Donc globalement, voilà, il faut pas minimiser le fait que...
En fait, ça dépend aussi du mode de voyage qu'on veut avoir, mais pour moi, je pense que quand on part en tour du monde, on veut pas juste survoler les pays, on a envie de s'imprégner vraiment des cultures en général, et on s'imprègne pas d'une culture d'un pays en 2 semaines. Donc, du coup, voilà, moi je dirais prévoir moins de pays, mais pour les faire mieux. Maintenant, la 4e erreur que j'ai fait avant de partir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel, dont j'ai un petit peu parlé dans ma vidéo Instagram a ruiné mon année. Je disais que partir faire le tour du monde, je le faisais parce que depuis toujours j'ai voulu voyager et que je voyais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux partir faire le tour du monde et que ça m'avait donné très envie de le faire et que pour moi c'était devenu comme un goal ultime de faire le tour du monde et que si t'aimais voyager, fallait faire le tour du monde parce que je le voyais partout mais sans vraiment me questionner profondément si c'est ce que je voulais. Et en fait je pense que une des erreurs que j'ai fait avant de partir, j'étais tellement prise dans le tourbillon des renseignements de chaque pays, surtout le pratique, etc. J'avais tellement hâte qu'en fait, je me suis pas posée pour me questionner vraiment pourquoi je partais. Et je pense que c'est hyper intéressant de se le demander, et moi, je ne l'ai pas fait, ce qui m'a fait tomber de beaucoup d'étages, en fait, parce que je m'étais rendu compte que dans tout ce que j'avais prévu un itinéraire, alors je veux pas du tout que ce soit condescendant ou négatif ce que je dis, mais c'est pas du tout le cas, mais juste, je m'étais beaucoup renseignée sur Instagram pour mon itinéraire tour du monde. Et du coup, c'est vrai que sur Instagram, on voit beaucoup de visites, beaucoup de choses qui sont super belles et tout. Et du coup, moi, j'avais fait un condensé de tout ça pour mon voyage, sans me dire qu'en fait, je m'en fichais un peu de visiter des lieux. Voilà. Et ça, c'est très très propre à moi, vraiment. Mais en fait, je me suis rendu compte, et il y a plein de gens qui ne me comprennent pas, mais je me suis rendu compte que je ne voyageais vraiment pas pour visiter des lieux, que ce soit pour visiter des monuments, pour visiter même des paysages. C'est un plus dans mon voyage, mais c'est pas ma raison de partir. Et ça, je l'avais pas conscientisé avant mon départ. Et dans mon organisation, je me suis pas posé la question et je pense que j'aurais dû pour orienter le voyage plus dans une manière qui me correspondait plus. Et c'est vrai qu'on me demande souvent, parce que j'arrête pas de dire quand je vais repartir en voyage, ce sera avec un mode de voyage qui me correspondra beaucoup plus. Et un des points de ce voyage qui va changer, c'est que je vais plus me mettre une liste de choses incontournables que j'ai envie de voir dans les pays que je visite ou sur ma route, quoi. Maintenant, moi, si je voyage, c'est pour rencontrer des gens, pour vivre des expériences et pour un peu pour me sentir libre et pour apprécier cette liberté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le voyage, c'est une immense liberté, c'est une chance incroyable de pouvoir se libérer comme ça du temps, que ce soit plusieurs années, ne serait-ce que plusieurs mois, pour pouvoir voyager et pour se sentir libre, parce que ce sentiment de liberté, c'est quelque chose de très rare qu'on connaît très très peu dans notre société. Mais je me suis rendu compte aussi qu'en fait, vu que la liberté faisait peur, on avait tendance à se mettre plein de petits buts. Et que les petits buts, pour moi, dans ma préparation, c'était les étapes sur lesquelles j'allais m'arrêter. Genre, ici, il faut qu'on aille, il y a des rizières. Ici, il faut qu'on aille, il y a une randonnée. Ici, il faut qu'on aille, c'est bien. Mais du coup, je trouve que ça casse la spontanéité. Et que par rapport à ce que moi, je recherchais, ça colle pas vraiment. Parce que moi, du coup, je cherche pour l'expérience. Je cherche à voyager pour l'expérience. Je veux voyager pour les rencontres, pour... Voilà, je veux pas me tenir à un plan particulier. Donc voilà, en gros, je pense que se questionner de pourquoi on part, c'est hyper important pour pouvoir orienter le voyage de la bonne manière, en fait. Et en vrai, je crois que rien qu'en appliquant ça, les autres erreurs que j'ai nommées avant, je les aurais pas forcément faites. Parce que du coup, depuis le début, je sais que faire beaucoup de pays, ça m'importe pas, que faire beaucoup de visites, ça m'importe pas, que savoir ce que je vais faire, d'avoir tout prévu, ça m'importe pas non plus. C'est juste qu'en fait, je l'ai fait parce que ça me rassurait, que ça me paraissait normal de le faire. Mais en réalité, si je réfléchissais vraiment à pourquoi je partais, en fait, je partais pour la liberté, pour l'imprévu, donc j'avais pas besoin de faire tout ça. Donc voilà, je pense que se questionner sur pourquoi on part, c'est quelque chose qui est intéressant à faire et que je ferai maintenant pour mes prochains voyages. Le dernier point que j'aimerais aborder concernant les erreurs que j'ai faites avant de partir, ça concerne mon matériel. Moi, pour le coup, je suis partie avec un sac de 40 litres. Donc, c'est vraiment assez petit. D'ailleurs, si vous voulez voir tout le contenu de mon sac, le réel est épinglé sur mon profil Instagram dans l'onglet réel. Comme ça, vous pourrez voir tout ce qu'il y a dedans. Et j'ai aussi mis tous les liens en description de cette vidéo et de toutes mes vidéos d'ailleurs. Donc voilà, je suis partie avec un 40 litres qui était assez léger. Je crois qu'en partant, je me rappelle plus, mais je crois qu'il était à 7,5 kg, ce qui est vraiment très 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 peu lourd pour un sac de tour du monde. Déjà, j'avais pris que des vêtements d'été parce que je savais que j'allais commencer par l'Asie, donc j'avais pas envie de prévoir pour la suite parce que je savais pas trop ce qu'allait être la suite. Donc, et au final, j'ai bien fait puisque ça m'aurait été inutile d'apporter des vêtements d'hiver.
Mais je trouve quand même que même si je regrette pas d'être partie avec un sac à dos petit et léger, en fait, je le regrette pas parce que c'est vrai que c'est un luxe d'avoir un sac pas lourd, un sac petit, etc. Mais il y a quand même le facteur que j'avais que des vêtements qui me plaisaient pas du tout. Parce que je voulais des vêtements légers, des vêtements un peu techniques, et en fait, c'est pas moi. Et j'ai l'impression d'avoir perdu une part de ma personnalité. Et bon, à chaque fois, je sais pas pourquoi je me sens pas légitime, enfin, pas légitime, mais je me dis que c'est hyper superficiel. Mais d'un autre côté, voilà, je suis pas partie en voyage pour 2 mois, 3 mois, je suis partie pour des années. Et en fait, je transpose. En fait, mon but maintenant, c'est de transposer ma vie ailleurs et partout, et vraiment d'être nomade et de me sentir bien partout. Mais je peux pas me sentir bien partout si je n'ai pas les vêtements dans lesquels je me sens bien. Donc, ce que je pourrais dire à la Mathilde avant de partir, c'est prends peu de vêtements, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Ne te charge pas trop, mais prends des choses avec lesquelles tu es bien. Et c'est vrai que pour mon prochain départ, je pense que je prendrai mes vêtements. Je prendrai mes vêtements dans lesquels je me sens bien, parce que je pense que c'est super important de se sentir bien. Moi, en tout cas, pour moi, ça l'est. Et l'autre erreur que j'ai fait concernant mon matériel, c'est tout ce que j'ai acheté en fait pour partir. En fait, je sais pas comment expliquer, mais je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais mon rapport à l'écologie et à la consommation a toujours été le même, c'est-à-dire que j'ai toujours fait très attention à consommer peu. Et plus les années avançaient, plus j'essayais de consommer bien. Alors, je dis pas que j'avais banni la fast fashion complètement, mais quand même, globalement, je l'évitais un maximum. Je me questionnais toujours un peu quand j'achetais très peu. Et j'achetais surtout en seconde main, surtout en friperie ou sur Vinted, etc. Voilà, c'était super important pour moi que les choses que j'achète soient produites correctement, même si, attention, ce n'était pas 100% des fois le cas. Mais je dirais qu'à 90%, je faisais attention à ce que j'achetais. Pour partir en tour du monde, j'ai pas du tout fait attention, quoi. Et en fait, je m'en suis un peu voulu, quoi. Je m'en suis un peu voulu d'avoir acheté des choses qui, au final, pour certaines, j'ai presque pas utilisé parce que c'était des vêtements techniques achetés chez certaines marques de fast fashion que j'ai pratiquement jamais portés parce qu'en fait, je me sentais pas bien avec et je les ai achetés pour le voyage et qui, au final, sont pas très bien produits. Donc, en fait, voilà, je m'en veux un peu de la manière dont j'ai acheté mon matériel pour mon tour du monde, et aujourd'hui pour mon prochain départ j'essaye vraiment de me faire un sac à dos qui est beaucoup plus éthique, avec des choses qui sont beaucoup plus durables, des vêtements de meilleure qualité, pour éviter de m'en racheter 36 000 parce que j'avais acheté des pantalons qui étaient vraiment de très mauvaise qualité sur un site de fast fashion. Au final j'ai dû en racheter au moins 3-4 fois des pantalons pendant mon voyage, que ce soit en Thaïlande, en Indonésie, etc. Alors qu'au final, je préfère acheter une fois un pantalon un peu plus cher et le garder pendant tout le voyage et même plusieurs années que racheter des vêtements tous les mois. En termes de production et de consommation, de production et tout, c'est beaucoup mieux. Du coup, voilà, c'est un peu mon regret là-dessus. Je trouve que j'ai pas été vraiment fidèle à mes valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo, j'ai changé, mais mes valeurs écologiques et de surconsommation et de conditions de travail, etc. C'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur aujourd'hui. Et pour mon prochain départ, je veux vraiment avoir des choses plus durables. Et en ce moment, je suis en train de chercher, de tester plein de produits qui me conviennent mieux. Donc voilà, je vous ferai une vidéo, je pense, sur mon sac à dos pour mon prochain départ. Comment je fais pour avoir un sac à dos un peu plus éthique, etc. Donc voilà, ça c'est, je pense, une petite chose à laquelle c'est bien de penser, en fait, de pas vite acheter tout et n'importe quoi pour vite cocher les cases de tout ce qu'il faut mettre dans son sac, mais de quand même regarder un peu ce qu'on achète et comment c'est produit. Voilà, moi en tout cas c'était important pour moi avant et j'ai mis ça de côté en partant en voyage, donc c'est un peu un regret que j'ai. Bon, on va passer à la partie la plus croustillante, qui sont les erreurs que j'ai faites pendant mon voyage, et il y en a pas mal. Et la première rebondit un petit peu en fait sur tous les points d'avant, qui est lâcher prise sur le programme. Parce que je pense que ça organise un peu en avance et tout, savoir un peu ce qu'on va faire. En soi, c'est pas une erreur parce que de toute façon, sur place, il va falloir se renseigner un peu sur ce que vous allez faire et tout. Donc pourquoi pas le faire en avance? Moi, j'ai jamais vu ça comme une erreur, mais par contre, il faut savoir lâcher prise sur ça. Lâcher prise sur les recherches qu'on a fait, que c'est pas grave si on va faire telle ou telle chose. Et c'est vrai que trop de fois, au début du voyage, il y a des gens qui nous disent « Ah, nous, on va dans cet endroit, etc. » Moi, je me disais « Ah ouais, mais nous, on va dans l'autre endroit. » Et au final, je me retrouvais juste dans un endroit hyper touristique que j'avais vu partout, que j'avais écrit sur mon petit PowerPoint, parce que je l'avais vu sur tous les comptes Insta et sur tous les blogs. Alors qu'en vrai, si j'étais allée avec l'autre personne, j'aurais peut-être vécu une expérience beaucoup plus forte et authentique. Donc en fait, je pense que voilà, pour moi déjà planifier en avance,
sur une longue période, quand on part pour un long voyage, c'est pas forcément utile de se renseigner sur tous les pays en avance et tout, c'est pas forcément utile. Et si on le fait, ou même si on le fait pas d'ailleurs, je pense que savoir lâcher prise en voyage et se détacher de nos plans, c'est super dur, mais c'est pour moi ce qui fait la beauté du voyage. Et quand j'ai commencé à le faire, c'est là que j'ai vécu mes meilleurs moments. Et la deuxième chose, c'est de ne pas se mettre la pression. Et ça, par contre, ça, j'ai été très mauvaise. Je me suis mis une pression monstrueuse. Parce qu'en fait, j'investissais toutes mes économies. Ça fait 10 ans que je travaille pour mettre de l'argent de côté. Et j'investissais beaucoup d'argent, en fait, pour voyager. Et du coup, je me mettais énormément la pression et je culpabilisais beaucoup de ne pas faire énormément de choses. Il y a des périodes où j'avais pas envie de faire énormément de visites, etc. Et ça me faisait énormément culpabiliser. Et je me mettais une pression de dingue sur le nombre de pays que j'allais faire, sur tout ce que j'allais faire, sur tout ce que j'allais voir. En vrai dans la rentabilité quoi. Il fallait que je me sente rentable. Et en fait j'ai pris du recul et je me suis dit mais c'est pas parce que tu fais plein de choses que ton voyage il est rentable en fait. Et en fait là je suis repartie au point à me questionner pourquoi j'étais partie. Et en fait je suis partie pour l'expérience, pour me sentir libre. Et en fait tu te sens pas libre quand tu te mets la pression constamment. Et ça c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à me défaire de cette pression constante. Donc ça je pense que c'est hyper important de ne pas trop se mettre la pression. J'en arrive à l'autre point qui est un peu lié avec le fait de se mettre la pression. En fait je culpabilisais beaucoup quand je prenais des jours off, mais vraiment off, pour rester dans ma chambre, regarder des vidéos, voilà. Pas des journées pour faire du montage ou pour faire des vidéos pour Instagram ou pour YouTube, pas des journées de visite, mais vraiment genre des jours off. Et ça, je culpabilisais vraiment, parce que je me disais que j'avais déjà du temps pour moi, vu que j'étais partie en voyage et que c'était moi qui le voulais, que j'étais partie pour faire du contenu, donc c'est moi qui le voulais aussi, et donc du coup, j'estimais que je m'offrais déjà beaucoup de temps pour moi et que voyager, faire du contenu pour les réseaux, c'était prendre du temps pour moi. En fait, non, genre prendre du temps pour moi, ça peut être lire un livre, ça peut être regarder une série, etc. Et ça, pendant longtemps, j'ai eu du mal beaucoup à le faire. Et je pense que c'est hyper important de savoir s'accorder du temps, même en voyage, parce qu'au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas comparable à quand tu pars 2-3 semaines en vacances et que tu peux te permettre de faire des choses tout le temps et que t'es ok, t'es pas fatigué. En fait, le voyage sur le long terme, c'est fatigant. Et en fait, c'est un quotidien qui est différent de la norme, mais ça reste un quotidien de voyager sur le long terme. Le voyage devient ton quotidien. Et le truc, c'est que dans n'importe quel quotidien, on a besoin de jours off, en fait. Donc si on ne s'en accorde pas, c'est refuser, je pense, un besoin qui est vital et hyper important pour un équilibre. Donc voilà, prendre des jours off, vraiment, je l'ai pratiquement pas fait, hein, mais ça c'est vraiment un truc que j'aimerais ne pas reproduire pour mes prochains voyages. Au-delà de prendre des jours off et du temps pour moi, si vous partez en couple, c'est pour moi hyper important de prendre du temps pour son couple. Et là aussi on peut se dire, c'est bon, déjà on fait le tour du monde ensemble, on voyage ensemble, on vit plein de trucs de fou, on passe du temps en couple. Oui, mais non. Parce qu'en fait, le voyage, une fois de plus, sur une longue période, c'est pas le voyage qu'on peut imaginer quand on est parti 2-3 semaines en vacances, où tout se passe plutôt bien, où on se prélasse sur la plage, etc. Bon, c'est pas ça en fait. C'est vraiment... c'est beaucoup de galères, c'est beaucoup de fatigue, et du coup, en fait, c'est assez... franchement, je pourrais en faire une vidéo à part entière, je pense. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le fait de voyager en couple, et je pourrais même peut-être la faire avec Arnaud. Mais dites-moi vraiment si ça vous intéresse. Mais juste pour parler brièvement du point dans cette vidéo, c'est vrai que voyager en couple, ça peut être assez particulier parce que du coup, t'es tout le temps ensemble. Tu deviens le seul point de repère de l'autre et l'autre est ton seul point de repère. Et du coup, on peut vite se retrouver dans un truc de... je sais pas comment dire, mais où on s'habitue vraiment beaucoup à la présence de l'autre et du coup on oublie vraiment de passer du temps qualitatif ensemble vu qu'on est tout le temps ensemble. Et ça je pense que c'est une grosse erreur et que ça peut vraiment casser quelque chose dans le couple et que c'est hyper important de savoir prendre du temps pour soi, en couple, ensemble, pour faire, j'en sais rien moi, regarder une série qu'on aime à deux ou aller se faire un resto peut-être... mais pas comme... Parce que quand on voyage, aller au resto, c'est la norme. En Asie, en tout cas, tu manges tout le temps au resto parce que c'est beaucoup moins cher que de se faire à manger. Donc du coup, le resto, c'est pas un date. Mais peut-être, je sais pas, se faire un resto un peu... qui nous fait un peu plus plaisir ou... J'en sais rien, n'importe quoi, un pique-nique sur la plage sans les téléphones. En fait, vraiment se prendre du temps ensemble pour sortir un peu du quotidien et se dire, ok, on est tout le temps ensemble, ok, mais il faut vraiment qu'on passe du temps de qualité, sans les téléphones, vraiment pour discuter, etc. Ça peut paraître bête et je pense que les gens qui sont pas partis en long voyage peuvent se dire, c'est ce que je me disais avant en tout cas, oui, ça va, on est tout le temps ensemble, oui, mais être tout le temps ensemble, ça veut pas dire passer du temps de qualité ensemble, donc ça pour moi c'est hyper important. Et au même titre que c'est hyper important aussi, je pense, de passer du temps pour le coup séparément, parce que ok, on est en couple, on voyage ensemble, on est tout le temps ensemble,
Mais je pense que c'est important aussi de faire des choses un petit peu séparées. Moi, je sais que j'ai mes montages où du coup je suis dans ma bulle. Arnaud, il a ses jeux où il est dans sa bulle. Ou même aller se promener à l'extérieur. Je sais qu'Arnaud, il aime beaucoup aller se promener dehors pendant que moi je fais du montage et tout, et qu'il adore parce qu'il rencontre plein de gens comme ça et tout. Et je pense que c'est important aussi de créer ce manque, peut-être pas parce que ça dure jamais très longtemps, mais quand même au moins tu vois on se retrouve, on est content de se retrouver, on a des trucs à se raconter et puis ça permet aussi de garder un peu d'autonomie et puis même c'est important en vrai, c'est pas hyper sain d'être H24 ensemble tout le temps, donc voilà, je pense que c'est important de s'accorder du temps pour le couple mais aussi important de s'accorder du temps chacun pour soi. Et on en arrive au dernier point de la vidéo qui est de se permettre du confort, que ce soit dans la nourriture ou dans les hôtels. Alors je sais que quand on part sur un voyage longue durée, en général, on a un petit budget, et c'est évidemment mon cas, voilà. Mais en fait, des fois, on a le besoin de vraiment avoir du confort. Enfin, quand je dis avoir du confort, c'est pas avoir une chambre à des centaines d'euros. En Asie, tu peux avoir du confort pour 20 euros. Mais c'est vrai que des fois, le corps, il lâche en fait. Genre, on vit tellement de choses en voyage, on bouge tout le temps, on change tout le temps de chambre, on fait tout le temps des longs trajets en bus, etc. Et puis voilà, la charge mentale, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être très fatigantes. Et des fois, rien que de faire une nuit dans un vrai lit, ça peut faire vachement de bien. Dans un lit confortable, etc. Dans un endroit un peu plus propre. Et pareil au niveau de la nourriture. Moi, honnêtement, le confort au niveau de la chambre d'hôtel, j'en ai pas trop souffert. J'avoue qu'en voyageant à deux en Asie, on trouvait souvent des chambres entre 10 et 15 euros max la chambre. Donc ça faisait pas très cher par personne vu qu'on est deux. Donc franchement, en Asie, j'ai pas eu trop de problèmes au niveau des logements. C'était pas du grand luxe, mais franchement, tu t'habitues. Il y avait pas souvent d'eau chaude, mais ni la clim. Mais franchement, moi, ça me dérangeait pas trop. Et par contre, c'est au niveau de la nourriture, parce que c'est vrai que manger local, c'est clairement le plus économique. En Asie, on peut manger pour 1 euro, 2 euros en mangeant local. En fait, au bout d'un moment, 10 mois à manger des nouilles, c'est long, voilà. Après, voilà, on vit pas tous les choses pareilles. Moi, pour moi, la nourriture, c'est un truc qui m'a vachement impactée. Je ne pensais pas, honnêtement, que ne pas avoir le temps pour me faire à manger. Enfin, c'est pas le temps qui me manquait, mais c'est juste, j'avais pas de cuisine, j'avais pas les ingrédients que je connaissais. Enfin, voilà, je pouvais pas me faire à manger. Et ça m'a vraiment manqué de pas pouvoir contrôler ce que je mangeais, de pas pouvoir faire mes courses, de me cuisiner mes plats. Même si je fais jamais de la grande cuisine, mais juste d'avoir le contrôle sur mon alimentation et de pouvoir manger de la nourriture réconfortante qui me fait plaisir, avec laquelle j'ai grandi, notamment les pâtes, voilà. Ça m'a vachement manqué. Et donc c'est vrai que des fois se faire des petits restos occidentaux où tu peux manger des plats que t'as l'habitude de connaître, et ça fait du bien. Moi en tout cas, ça me faisait beaucoup de bien. Et ça, je me suis privée de le faire pendant au moins les 3 premiers mois de voyage, parce que ça coûtait plus cher. Après, plus cher, ça coûte 3-4 euros contre 1-2 euros. Donc oui, c'est plus cher. Maintenant, des petits écarts de temps en temps, au moins une fois par semaine, je pense que ça fait pas de mal, et que, en fait, on en revient à la norme de tout que j'ai dans toutes mes vidéos, et c'est vraiment pour moi le plus important. Et le meilleur truc que je pourrais dire en fait à la Mathilde d'il y a 1 an qui part en tour du monde, c'est de s'écouter. Et ça vaut pour tous les sujets quoi. Si tu ressens vraiment le besoin de manger un plat qui te fait du bien ce soir, mange-le. Si t'as besoin d'un vrai lit, prends-toi une bonne chambre. Et ça marche pour absolument tout en fait. Et je pense que c'est la parfaite conclusion à cette vidéo. C'est que le meilleur conseil que je pourrais me donner, c'est de m'écouter. Et ça, c'est une erreur que j'ai trop faite, c'est que je me suis pas assez écoutée pendant très longtemps. J'ai beaucoup culpabilisé de ce que je ressentais en fait. Et voilà. Donc je pense que le meilleur conseil et la pire erreur que j'ai faite, c'est de ne pas m'écouter. Et c'est quelque chose que vraiment je changerais et que j'avais déjà changé à la fin de mon voyage. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider éventuellement pour vos prochains voyages, et qu'elle aura pu vous intéresser sur les différentes perspectives qui ont changé pour moi cette année, et sur les erreurs que je ne referai pas pour mon prochain départ. N'hésitez pas à mettre un commentaire, aimer cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne aussi parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné, donc vraiment si vous pouvez le faire, ça me ferait énormément chaud au cœur, ça m'aiderait beaucoup, ça prend 2 secondes, cliquez sur le petit bouton s'abonner. Voilà, et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo avec Arnaud sur le fait de voyager en couple, si ça pourrait vous intéresser. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit, donc prenez bien soin de vous, et on se dit à mercredi prochain, 18 h, pour un nouvel épisode. Bisous!